Je remercie l'ICREDES pour cette invitation et plus particulièrement sa direction. Et je suis très heureux de retrouver mon frère Yvan Bongoy qui m'a reçu à plusieurs reprises à Addis Abeba quand j'étais de passage là. Donc ça fait longtemps. On s'est vu, je crois, la dernière fois, c'est presque plus de 10 ans. Donc, je suis très heureux d'être ici pour le lancement de mon livre et je suis aussi heureux d'aborder ce sujet de la RDC dans la géopolitique régionale et mondiale. Le Congo appartient à plusieurs régions. Donc, c'est dire qu'un pays peut appartenir à plus d'une seule région. Et dans le cadre précis de notre pays, il s'agit de 3 régions, donc l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs et l'Afrique australe. Donc, j'aimerais aborder donc cette dimension régionale et puis la dimension mondiale qui certainement intéresse les grandes puissances et bien sûr les corporations, les entreprises minières et d'autres qui ont intérêt à exploiter nos ressources naturelles. Donc, commençons avec la dimension régionale. J'aborde d'abord l'Afrique centrale. On sait que la conférence de Berlin a été convoquée principalement pour discuter de la question du Congo. D'ailleurs, en Europe, la plupart des journaux parlaient de la conférence congolaise ou la conférence sur le Congo. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'aborder la question de la liberté de commerce dans le bassin du Congo et la liberté de navigation sur 2 rivières très importantes, 2 fleuves très importants en Afrique, le fleuve Congo et le fleuve Niger. Donc vous voyez que déjà, au début de notre existence en tant qu'État, nous étions déjà un enjeu au niveau mondial. Surtout à cause le traité qui était fait conclu entre la Grande-Bretagne et le Portugal, quand la Grande-Bretagne a reconnu donc la souveraineté du Portugal sur le territoire de l'Angola. La France et l'Allemagne ont eu peur que le Portugal étant un pays extrêmement pauvre, un pays qui ne respectait pas la liberté de commerce, qui allait imposer des tarifs, qui allait contrôler le commerce. Il ne voulait pas que le Portugal ait accès au bassin du Congo. Dans la région des Grands Lacs, il y a aussi des points qui sont extrêmement importants. Il y a le lac Albert, qui est une des sources du Nil. Donc, c'est une des sources principales avec le lac Victoria du fleuve Nil. Et donc, c'est un enjeu très important, surtout aujourd'hui, dans la question du partage des eaux du Nil. On suit à présent les discussions entre l'Égypte et l'Éthiopie. L'Éthiopie est en train de construire un grand barrage hydroélectrique, le barrage de la Renaissance. Les Égyptiens avaient contesté, mais maintenant ils sont plus ou moins acceptables à l'idée que cela ne va pas tellement affecter le volume d'eau que l'Égypte recevra du Nil bleu. Mais le Congo fait partie donc des pays du bassin du Nil et participe aux discussions sur le partage de ces eaux. Et vous savez très bien que la Grande-Bretagne avait accordé la plus grande partie de ces eaux à l'Égypte. Alors, les autres pays contestent cette décision, mais à présent, il est question donc de s'entendre comment user donc de ces eaux pour que tout le monde soit satisfait. Léopold II, le mégalomaniaque de roi belge qui nous avait colonisés, voulait aussi avoir un pied sur le Nil. Vous savez qu'il a lui aussi essayé d'être présent à Fashoda. De Fashoda, c'est cette ancienne base militaire égyptienne qui est le symbole de la compétition impériale sur
la colonisation de l'Afrique. La Grande-Bretagne a gagné donc cette compétition contre la France. Et aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un petit problème entre la France et la Grande-Bretagne, les journaux français disent toujours « Ah, il ne faut pas oublier Fachoda hein? » parce qu'il y a le complexe de Fachoda qui continue à donc, tracasser les Français, qui ne se montre pas tout à fait faible vis-à-vis des Britanniques. Donc ici, nous avons un problème du point de vue de l'importance du Nil, le partage de ses eaux et aussi la position stratégique du Sud-Soudan et du Congo dans le contexte mondial. Troisième région pour notre pays, du point de vue régional, c'est l'Afrique australe. Et nous savons que le Congo a toujours fait partie de ce que les économistes appellent le complexe de l'Afrique australe, the Southern African Complex en anglais. Quel est ce complexe? C'est une région du capitalisme mondial qui est caractérisée par une très grande richesse, surtout du point de vue minier, entre le Katanga et la Namibie, hein, et aussi par un développement industriel considérable en Afrique du Sud. Ce qui fait que depuis les années, depuis donc l'établissement de l'Union minière du Haut-Katanga en 1906, le Congo a toujours fait partie de ce complexe, de sorte que parmi les premiers travailleurs miniers, il y avait des Blancs de l'Afrique australe et des Noirs qui venaient du Malawi. C'est ainsi, par exemple, que nous avons eu la religion qu'on appelle le Kitawala, hein, le Watchtower en anglais, est venue du Malawi, hein, avec les Malawiens qui travaillaient dans l'Union minière du Haut-Katanga. Notre pays est relié à l'Afrique australe, non seulement par ses intérêts miniers, mais aussi par le système de transport. Le chemin de fer de Benguela a été fondé, je ne sais pas à qui ça appartient aujourd'hui, mais ça a été fondé par Tanganyika Concessions. Tanganyika Concessions, c'était une compagnie britannique sud-africaine qui était le deuxième actionnaire privé de l'Union minière du Haut-Katanga, après la Société Générale de Belgique. Vous savez que l'État aussi avait des participations assez importantes dans l'Union minière du Haut-Katanga. Donc, le fait de ce complexe, nous savons les conséquences. C'est quoi? C'est parce que le système raciste de l'Afrique australe a été importé au Katanga. Donc, le Katanga était la province la plus raciste du Congo belge à cause donc, des comportements racistes importés de l'Afrique australe qui ont été institutionnalisés dans notre pays. Et on a vu aussi que les colons ont tout fait pour instrumentaliser la sécession du Katanga. Hein. Comme je l'ai dit dans mon ouvrage, j'ai dit que le CONACAT, le parti, la Confédération des associations tribales du Katanga, c'était la voix des colons, hein, et des entreprises minières à travers des bouches africaines. Parce que ce sont les colons qui ont instrumentalisé Tchombe et Munongo pour faire la sécession. Donc le fait que c'est ainsi un des arguments majeurs de l'ouvrage de Jean Ziegler, La contre-révolution en Afrique, qui est paru en 1962, où Ziegler montre que le mouvement de libération nationale s'est buté à un mur en Afrique centrale et australe. Et quels étaient ces murs? C'était les intérêts des entreprises minières, des colons blancs et de leurs alliés dans les cercles conservateurs de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Donc on a eu par exemple aux États-Unis le sénateur Dodd qui était parmi les grands supporters de la sécession du Katanga, ensemble avec le sénateur Goldwater, Dodd de l'État de Connecticut au nord-est, Goldwater d'Arizona, Strom Thurmond de Caroline du Sud. Ils étaient tous dans le lobby katangais.
Et en Grande-Bretagne aussi, il y a eu des officiers militaires retraités et d'autres qui faisaient partie de ce lobby katangais, qui faisaient tout pour défendre l'indépendance du Katanga en guise de soutien à l'anticommunisme, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a aussi un autre enjeu très important pour l'Afrique australe, c'est le barrage d'Inga. Inga était un établissement qui déjà offre de l'électricité à la Zambie et au Zimbabwe. Il y a maintenant bien sûr le plan pour que ça aille jusqu'à l'Afrique du Sud. Il y en a même qui parlent de la possibilité d'exporter le courant électrique jusqu'à l'Égypte. Maintenant, avec le président sud-africain Jacob Zuma, il est question de développer INGA 3 et INGA 4 pour que ça devienne pratiquement le barrage hydroélectrique le plus important du monde, du point de vue de la quantité d'électricité que cela va produire. Donc, c'est ainsi que vous avez vu, lors du dialogue intercongolais, Thabo Mbeki était beaucoup plus actif que le président Massire, qui devait gérer ce dialogue. C'est l'ancien président de Botswana, Massire, qui était le médiateur international attitré. Mais en réalité, c'est Thabo Mbeki qui tirait les ficelles et qui disait même très ouvertement aux Congolais que vous devez accepter ceci, accepter cela. Nous n'allons pas vous laisser partir si vous n'acceptez pas, si vous n'acceptez pas cela. Donc, ce qui veut dire que l'Afrique du Sud a des intérêts qui sont très réels et qui fera tout pour les sauvegarder pour son développement. Voilà donc ce que j'ai à dire concernant l'aspect régional. Maintenant, la RDC dans la géopolitique mondiale. Là, nous avons, je vais parler de 3 points principaux. Tout d'abord, la forêt équatoriale comme patrimoine de l'humanité. Nous savons qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la déforestation est un danger réel pour le devenir de l'humanité. Du fait que, avec la déforestation, il y a des problèmes de sécheresse, il y a des problèmes de l'augmentation des CO2 qui fait que le climat change tellement et qu'il y a beaucoup de conséquences sur le plan agricole, sur le plan humain et autres. Ce qui fait que la communauté internationale, et on le verra lors de la prochaine conférence internationale sur le climat à Paris, s'intéresse beaucoup à la protection des grandes forêts du monde, dont l'Amazone et la forêt équatoriale. Nous avons la 2e forêt la plus importante au monde, après donc l'Amazonie. Et donc le Congo a cette responsabilité de contribuer à la survie de l'humanité en protégeant donc sa forêt équatoriale, qui aujourd'hui est en train d'être détruite. J'ai eu 2 expériences intéressantes. J'ai grandi dans le sud-est du Kasaï, et ce n'est pas une région qui a beaucoup de forêts. Donc quand on parlait de jungle, je ne comprenais pas ce qu'on voulait dire. Ce n'est que le 5 mars 1971, j'ai pris l'avion de Kinshasa à Kisangani. J'étais affecté à l'Université libre du Congo à Kisangani. Alors, dès qu'on a quitté Kinshasa, après le décollage, après quelques minutes, je crois 15-20 minutes, on ne voit que vert. C'est comme un tapis vert ou un terrain de football, jusqu'à Kisangani. Kisangani, ce n'est qu'au moment que l'avion a commencé à descendre vers la piste qu'on a pu voir les habitations et les maisons. Parce que Kisangani, ce n'est qu'un petit cercle dans la forêt équatoriale. Quelques 46 ans plus tard, en 2007, j'ai pris l'avion donc de
Kinshasa à Goma par Kisangani. C'était fort différent. Il y avait trop de taches blanches partout. Alors, ces taches blanches représentent quoi? La destruction de la forêt, qui est faite avec le concours de nos soi-disant responsables politiques et gouvernementaux. Il y a des chefs coutumiers qui vendent des terrains, qui laissent des gens détruire des arbres pour des sommes modiques ou des promesses qui ne sont jamais tenues, de construction d'écoles, de centres de santé, patati patata. Le ministère de l'environnement, qui est censé protéger l'environnement, mais qui donne des contrats aux gens pour couper des arbres sans replanter. Donc c'est un danger capital pour notre avenir et pour l'avenir de l'humanité. Il y a aussi le problème de nos ressources. Le Congo, d'après Gilles Cornet, est un scandale géologique parce que quand il a fait sa prospection minérale à la fin du XIXe siècle, il a trouvé que presque tous les minéraux qui étaient connus à l'humanité, on pouvait les trouver au Katanga. Donc, c'est qu'il a dit que c'est un scandale géologique. Mais ça, ce n'est pas le véritable scandale du Congo. Le véritable scandale du Congo, c'est que ces richesses n'ont rien fait pour la population congolaise. Elles ont été pillées par les dirigeants du pays avec le concours de leurs alliés nationaux et internationaux. À partir de Léopold II jusqu'à présent, c'est le même système, le système que Kankwenda a très bien analysé dans son livre sur l'économie politique de la prédation au Congo. C'est ce système qui continue. C'est ça le véritable scandale, parce que le Congo n'a pas seulement des minéraux. Nous avons tout. On a la forêt, on a les eaux, on a des lacs et des rivières pleins de poissons. On a une terre qui est fertile dans beaucoup de nos régions, mais nous n'arrivons même pas à nourrir notre population. Un pays qui est extrêmement riche en terres arables n'arrive pas à nourrir sa population. Un pays qui a une production intense d'électricité n'arrive même pas à maintenir un approvisionnement régulier d'électricité dans sa capitale, à quelques 225 km de Inga. Donc c'est un pays qui a de l'eau, n'arrive pas à fournir de l'eau potable à sa population. Donc c'est ça le véritable scandale du Congo. Et c'est un problème que d'aucuns peuvent exploiter, surtout les entreprises étrangères qui, par des contrats léonins, arrivent donc à prendre nos ressources sans trop d'efforts, et la population du pays ne bénéficie pas de leur production. Nous voyons aussi qu'à cause de nos ressources minérales, nous avons le problème de l'Est du Congo. Le pillage de nos ressources par le Rwanda et l'Ouganda, et bien sûr l'implication de la mafia internationale qui continue à exploiter l'instabilité et la présence de diverses milices pour continuer à exploiter nos minéraux donc à vil prix. Donc c'est là un des enjeux vraiment capitaux de nos problèmes actuels dans l'Est du Congo. Donc les ressources du sol, le sous-sol congolais posent problème, et c'est surtout à cause de la faiblesse de l'État. Les spécialistes des sciences politiques sont plus ou moins d'accord aujourd'hui que l'une des causes principales des conflits, c'est la faiblesse de l'État. C'est le cas que nous vivons ici chez nous. Nous avons un État qui est incapable de protéger ses frontières, qui est incapable de sécuriser sa population. Un État qui est incapable de remplir les fonctions élémentaires d'un État souverain, qui sont l'ordre et la sécurité, la mobilisation des ressources pour pouvoir donc s'occuper de toutes les tâches de l'État et la prestation de services à la population.
tout cela fait quoi? Fait que maintenant, il y a des entrepreneurs qui pêchent donc en eau troublée et qui sont capables de se substituer à l'État. Par exemple, il y a des milices qui collectionnent des impôts, hein, des taxes. Il y a des officiers militaires qui, au lieu de faire leur travail, sont dans l'exploitation des minerais, qui utilisent le travail forcé, le travail des enfants, même le travail des femmes enceintes, hein, qui sont obligées d'aller creuser des minerais et de les transporter au point d'assemblée où des petits avions ukrainiens et russes viennent pour ramasser ces ressources et les acheminer vers le Rwanda et l'Ouganda. Donc voilà donc un des problèmes, une des conséquences majeures de la faiblesse de l'État. Dernier point, le Congo et les conflits inter-États en Afrique. Nous savons que dans les années 70, un des projets de M. Kissinger en tant que conseiller national de sécurité et puis secrétaire d'État des États-Unis, c'était de créer des puissances sous-impériales en Afrique qui allaient assister les États-Unis à maintenir la paix et à sécuriser donc le continent. Parmi ces États, c'était bien sûr l'Afrique du Sud, qui était déjà le gendarme attitré de l'impérialisme, compte tenu de son développement sur le plan industriel et militaire et le fait que les colons blancs se considéraient déjà comme partie prenante dans la lutte anticommuniste. Il y avait aussi le Nigeria, compte tenu de son importance en Afrique de l'Ouest, l'Égypte en Afrique du Nord, l'Éthiopie en Afrique de l'Est et le Congo, au Zaïre en ce moment-là, en Afrique centrale. C'est ainsi que nous avons eu de jeunes cadres militaires formés dans de meilleurs centres de formation américains, comme Fort Bragg en Caroline du Nord, où je vis à présent, ou Fort Leavenworth à Kansas, où l'on forme les officiers de commandement, hein, où M. Kagame a aussi été formé en tant qu'officier militaire de l'Ouganda. Hein. Et puis, le fait de nous fournir des avions de transport comme les C-130, hein, que Mobutu a utilisé par exemple pour envoyer des paracommandos à Bujumbura en 1972, quand il y a eu la rébellion Hutu contre les pouvoirs minoritaires Tutsi. Mobutu est allé et il a aidé Michombero à mater la rébellion. Hein. Nos soldats sont allés, ils ont occupé l'aéroport de Bujumbura, donc ils ont plus ou moins libéré les soldats burundais pour aller à la recherche des populations Hutus qu'ils ont massacrées. Hein. Et c'est un génocide anti-Hutu parce que ils ont pris comme cible tous les soi-disant intellectuels, c'est-à-dire tous les Hutus ayant une formation quelconque. Et ce, jusqu'au niveau des enfants de l'école secondaire, pour éliminer toute élite Hutu. Et donc, nous avons la responsabilité de ce génocide. C'est un génocide qui a été commis avec la complicité de M. Mobutu. Donc, c'est un problème qui continue à guetter le Burundi jusqu'à présent. Et la communauté internationale n'a jamais reconnu qu'il y a eu génocide au Burundi. Il n'y a que le professeur René Lemarchand, hein, qui ne cesse pas de faire campagne pour que la communauté internationale reconnaisse qu'il y a eu génocide au Burundi en 1972. Donc, le fait que nous étions considérés comme un des gendarmes des États-Unis nous a permis de faire ça. Bien sûr, nous sommes aussi intervenus à 2 reprises au Tchad. Hein, donc, en 81, l'autre intervention, j'oublie l'année, je ne sais pas si c'était 79 et puis 81, où nous avons permis Hissène Habré de prendre le pouvoir. Hein. Le Congo et le Nigeria étaient là
sur la route que Hissène Habré a utilisée du Soudan jusqu'à N'Djamena. Hein? Nous n'avons rien fait pour l'arrêter. Et on sait ce que Hissène Habré a pu accomplir au Tchad. Hein? Donc, un des dirigeants les plus sanguinaires de l'Afrique contemporaine. Et aujourd'hui, heureusement, après 20 ans à Dakar, il est devant la justice. Hein? Donc, ça veut dire, voilà comment notre pays... Et maintenant, quand on a eu le génocide de 1994 au Rwanda, le Congo n'était plus capable de jouer un rôle quelconque. Non seulement nous n'étions pas capables d'aller arrêter donc, la tuerie au Rwanda, nous étions incapables de sécuriser nos frontières. Hein? Nous avons laissé les Français, avec leur soi-disant opération turquoise, laisser l'armée de Habyarimana entrer au Congo avec tous leurs équipements. Les avions, des hélicoptères, des tanks, tout. Que nos officiers militaires ont revendu aux Hutus. Après les avoir saisis, ils ont revendu aux Hutus pour qu'eux continuent à lutter contre le nouveau régime établi à Kigali. Alors nous connaissons les conséquences. Hein? Le Rwanda a usé de cela pour justifier son invasion du Congo. Donc voilà donc les différents enjeux que représente notre position dans la géopolitique régionale et internationale. En conclusion, donc, la question est comment donc faire pour que l'unité et la souveraineté du Congo puissent être sauvegardées afin de promouvoir les aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Là, je l'ai dit dans mon ouvrage, vous n'avez qu'à lire la 4e page de la couverture, où c'est très bien dit qu'il nous faut un changement de direction à la tête du pays. Il nous faut un gouvernement légitime et responsable, ce que nous n'avons pas depuis très longtemps. Donc, un tel gouvernement ne peut être qu'un gouvernement composé de femmes et des hommes intègres et des nationalistes qui feront tout et contre vent et marée pour défendre les intérêts supérieurs de la nation congolaise. Voilà donc ce que j'ai à dire et je vous remercie. Je vais rappeler les points essentiels que le Georges a épinglés dans sa communication. Commençant par la dimension régionale de la question de la géopolitique du Congo, il a fait ressortir le fait que nous sommes un pays qui est situé en Afrique centrale d'abord, en faisant remarquer qu'en Afrique centrale, le Congo revêtait toute son importance, ce qui explique la tenue de la conférence de Berlin. Et à l'étape de la colonisation, cette importance s'est fait également sentir, ne fût-ce que par les immenses richesses dont le pays regorgeait. Il est passé ensuite au Congo, dans la région des Grands Lacs, soulignant cette fois-ci l'importance des eaux contenues dans les lacs et dans les fleuves, dont le fleuve du Nil. Il est passé ensuite en Afrique australe, faisant ressortir le complexe de l'Afrique australe, qui était lié également au Congo, à la fois par les minéraux et par le système de transport. S'agissant de la géopolitique mondiale, 3 facteurs ont été également mis en exergue. D'abord, la forêt équatoriale. Nous savons tous que le Congo possède la 2e grande forêt du monde. Il a souligné en 2e lieu le scandale géologique
lequel scandale a été transformé en une malédiction de nos richesses, notamment par les pillages opérés par aussi bien les voisins que par la mafia internationale. Le dernier facteur que Georges a souligné, c'est le rôle du Congo dans les conflits inter-États en Afrique. Ici, il a fait ressortir le rôle de gendarme joué par le Congo sur ordre des États-Unis, en nous rappelant que nous avons été combattre au Burundi, au Tchad et plus récemment encore au Rwanda. Concluant son exposé, il s'est posé la question de savoir comment faire pour que l'unité et la souveraineté du Congo puissent être sauvegardées en vue du progrès du pays. Alors, après ce bref rappel, la parole est donnée à l'assistance pour ceux qui ont des questions, des contributions. Merci, professeur. Je pense que l'intervention de la communication du prof Nzongola a balisé totalement mon propos. Il l'a suffisamment facilité. À la conclusion, le prof Nzongola parle du changement dans la direction politique nationale. J'ai toujours dit aux étudiants que c'était la 11e thèse de Feuerbach. On a suffisamment expliqué le Congo, mais il est temps qu'on le change maintenant. La souveraineté de la RDC, il y a beaucoup de souverainistes qui s'époumonnent matin, midi, soir à la télévision, sans donner un contenu exact à cette souveraineté. On ne peut pas être souverain avec une multitude d'armées sur le territoire national et proclamer cette souveraineté. Je ne vais pas reprendre tout ce que le prof a dit. Dans la géopolitique, qu'elle soit en Afrique régionale ou internationale, il y a des enjeux militaires que j'appelle souvent des enjeux guerriers qui caractérisent et qui doivent caractériser la politique de la RDC. J'ai eu l'occasion de faire une conférence au Centre supérieur militaire. C'était un forum africain où il y avait certains officiers de l'Afrique qui étaient là, notamment le colonel Barry, qui a été ministre de l'Intérieur du premier gouvernement de Zida au Burkina Faso. J'ai eu à discuter avec lui longuement. Il n'y avait que les officiers supérieurs et généraux qui étaient conviés à cette conférence-là. Je pense, professeur Mukoka, j'ai préparé cette communication-là. Je remettrai, ce n'est pas encore prêt, je remettrai quelques exemplaires ici à l'ICREDES. Je suis parfaitement d'accord que déjà à Berlin, le monde avait déjà une intelligence économique exacte de la RDC. Et c'est là par là qu'a commencé le malheur du pays. Je vais me focaliser sur les problèmes de l'armée, les problèmes des enjeux militaires. Ces enjeux, d'abord la centralité de la RDC, fait de la RDC un pivot géopolitique de taille. On ne peut absolument rien entreprendre au plan politique, même économique, socioculturel en Afrique,
sans faire intervenir la RDC. Le NEPAD a floppé tout simplement parce que c'est la RDC qui a été responsable en partie de la non-réalisation du NEPAD par des carences gouvernementales caractéristiques du pouvoir politique dans notre pays. Si on a installé les bases militaires à Kamine et à Kitona, c'est pour répondre à certains enjeux politiques, militaires, caractéristiques de la centralité de la RDC. Et lorsque nous posons le problème du sol et du sous-sol de la République démocratique du Congo, la RDC émerge comme un acteur stratégique, que ce soit dans la géopolitique africaine ou dans la géopolitique internationale. Le professeur Nzongola a parlé de l'enjeu que représente la forêt équatoriale congolaise. Des ressources minières qui sont un scandale. De l'intervention de la mafia internationale en complicité avec les acteurs politiques locaux. J'étais très heureux lorsqu'il a dit que la faiblesse de l'État, qu'il faut d'abord avoir un minimum d'État en RDC. Ce que Karel de Gucht nous avait reproché, et vous savez le tollé que cela avait soulevé. Nous avons un État faible. Et cette faiblesse, je la saisis du point de vue de la défense nationale et du point de vue de la sécurité nationale. Avec une économie de prédation, on ne peut pas financer une armée nationale. Ça, c'est totalement exclu. Parce qu'il y a une corrélation entre une économie florissante et une armée performante. Et les dépenses militaires, comme tout le monde le sait, ce sont des dépenses improductives. Vous achetez un char qui vous coûte des millions. Il ne produit rien. Il attend l'intermède de la guerre pour se mettre en action. Mais il y a de ces pays-là, en Afrique australe notamment, qui investissent des sommes colossales dans leur armée. Je prends le cas de l'Angola. Pendant que le 30 juin, au cinquantenaire ici, j'ai vu circuler dans le ciel quinois ici des hélicoptères Sukhoi qui avaient servi même, je ne sais pas, en Russie pendant la guerre 14 ou je ne sais pas comment. Mais au début de l'année, je pense qu'au mois de mars, l'Angola a acheté presque pour 2 milliards de dollars les Sukhoi dernier cri, haut de gamme en provenance de la Russie. J'avais posé la question à certains militaires avec lesquels je discute. Mais pendant que vous faites circuler les Sukhoi de l'ancienne génération, voici ce que l'investissement que l'Angola vient de faire dans l'achat de cet armement. Qu'est-ce que ça vous dit? L'Angola n'est pas en guerre. Qui c'est de l'UNITA? Savimbi a été démystifié. Mais cet armement-là, c'est pour quoi faire?
Et j'ai reposé la question. Kagame s'arme. Et j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à la frontière de l'Ouganda. Ce sont les faits vérifiés et vérifiables. L'intervention de l'armée ougandaise en RDC peut se faire dans 15 minutes. On envahit le territoire national. Par terre et par les airs. D'ailleurs, nous n'avons pas une force aérienne. Les frontières aériennes congolaises ne sont pas surveillées. Elles sont, permettez-moi le mot, plus poreuses que les frontières terrestres. Et les frontières terrestres, Freddy le sait, n'ont jamais été définies. On se bat maintenant pour les définir. Les frontières liquides sont plus faciles à déterminer parce qu'il suffit de prendre la ligne médiane et puis ça se fait. Mais les frontières terrestres ne sont pas ni protégées ni définies correctement sur carte. Rappelez-vous l'épisode de l'Angola ici où Roger Lumbala était parti avec cette affaire des bornes et tout ça. Donc, le pays n'est pas sécurisé. Et qui doit sécuriser le pays? Qui doit défendre le pays? C'est l'armée. Un fait tout à fait banal. On se rappellera que du temps de Mobutu, on pouvait parler d'un tel général, d'un tel colonel. Mais aujourd'hui, présentement, aujourd'hui le 15 octobre, date de l'ouverture de l'année académique sur toute l'étendue de la République, on peut parler de l'armée en faisant référence à quel général, à quel colonel. Ça, c'est la police. C'est la police qui ne sécurise même pas. Donc, il y a ce problème-là qui est fondamental. Et lorsque j'ai visité les frontières, sans parler de la mise en place, de la dernière mise en place qui avait été faite, mais où il y a des choses que l'on ne dit pas à la télévision, bien sûr. Et c'est tout simplement dommage. Si l'armée, la capacité d'intervention de l'armée ougandaise chez nous est de 15 minutes, la nôtre prend des jours. Et les premières lignes de défense se trouvent à 2000 km, c'est-à-dire à Kinshasa. Les avions et les chars sont à Kinshasa. Pas même à Kisangani. C'est un problème. C'est un enjeu. Si nous voulons avoir ne fût-ce qu'un État minimum, cet État doit être quand même capable de se défendre et de défendre le territoire national. Mais on n'a pas besoin d'une armée qui fait des exercices de musculation dans la capitale, dans les rues de Kinshasa. Et parfois, la population réagit, crie sur les militaires, « Bokendena Est, Awate, Awate ». Parce qu'il n'y a pas de guerre à Kinshasa. Il n'y a jamais eu de guerre dans la ville de Kinshasa. Il y a aussi le problème de détournement. Il y a aussi le problème de détournement des fonds alloués à cette armée. Poser la question à l'ancien ministre de la Défense, le général Ondekan. 8 millions de dollars chaque mois destinés à la paye de la solde des militaires. Il y a aussi d'autres aspects qui font la honte. Vous ne pouvez pas aller à la durée admise de présence d'un militaire à la frontière, au front des combats, c'est 1 mois. Et ensuite, il y a rotation. Quand vous laissez un militaire pendant plus d'1 mois, et chez nous, on le laisse pendant 2 ans, 3 ans, comme ça au front, mais à la vue d'une femme, il va la violer. Et ça, ce sont les militaires, les colonels qui sont mes étudiants, qui me l'ont confié. Donc, les enjeux militaires,
Nous ne pouvons pas, malgré que nous soyons un scandale, pas nous, tout simplement un scandale minier, mais un scandale tout court, parce que tout est scandale chez nous. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La problématique de l'armée est posée dans un État multinational qu'est la République démocratique du Congo. C'est un État multinational. Ce que les Européens appellent tribus ou tout ce que vous voulez, c'est ce que chez eux, ils appellent des nations. Donc l'armée congolaise doit être une armée multinationale. Et quand nous disons qu'elle doit être multinationale, elle doit être fondée sur la diversité nationale. Il ne faut pas que ce soit du temps de Mobutu où on disait que c'est l'armée de Bangwandi ou des gens de l'Équateur. Et quand Kabila attaque, on dit Bino Batobolia Kambongo te Bokende Kobunda. Ça s'est passé dans cette ville de Léopoldville, de Kinshasa. Donc, en conclusion, j'adhère à la conclusion du professeur Nzongola. Il nous faut un État fort, capable même de se foutre de la géopolitique des grands lacs. Dès le moment où vous êtes fort, vous pouvez être seul contre tous. La Russie montre cet exemple-là. Poutine est seul. Et Poutine a imposé son respect. Obama le respecte. Et dans l'affaire de la sécurité en Europe, beaucoup de gens ne connaissent pas le cursus de Poutine, ne connaissent pas la Russie, ne connaissent pas les objectifs stratégiques que la Russie poursuit, et ils oublient que l'Ukraine, la Biélorussie, tout comme la Serbie et les autres pays, ce sont tous des Slaves. Ce sont tous des Slaves. Le président de l'Ukraine s'appelle Poroshenko. Celui de la Biélorussie s'appelle Loukachenko. Eh bien, ce sont des Slaves. Ce sont des Slaves. À un moment donné, ils se retrouvent. C'est ce que et les Allemands, et les Américains, et bien sûr les Français qui sont toujours à la traîne, se mêlent des choses qui les dépassent totalement. Et au bout du compte, ils doivent courir à Moscou pour dire, écoutez, nous devons, puisque la convoitise est permanente, puisque la richesse, elle est là, pourquoi est-ce qu'on nous empêche de l'exploiter? Et là, je reviens à ce que Freddy a toujours eu. Quel est ce pays-là? Quel pays, quelle puissance occidentale va accepter l'émergence d'un autre Brésil, d'une autre Inde, d'une autre Chine en Afrique centrale? C'est ça le défi, à mon avis, que nous, Congolais, on devrait relever. Je pense que j'ai terminé là, peut-être. Je disais que ce commentaire constitue un très bon enchaînement avec la première intervention, qu'il prolonge en mettant un focus sur l'aspect de la guerre, s'il parle de la question géostratégique. Et donc, il a soulevé le contraste selon lequel qui veut s'engager dans un objectif géopolitique et même géostratégique doit penser à construire l'armée, ce qui n'est pas le cas de ce pays. Donc voilà ce qu'on peut dire. L'échange ou les échanges sont ouverts. Il peut s'agir de préoccupations, comme il peut s'agir d'autres ajouts, d'autres compléments d'enrichissement. La parole est à l'assistance. Merci.
Un jour, j'étais avec l'ambassadeur de l'Angola qui me disait que notre drame est que notre élite est très faible, n'a pas de caractère, n'a pas de personnalité. Même les Chinois, l'ambassade de la Chine m'a dit la même chose. Est-ce que le problème, ce n'est pas notre élite? Parce qu'on ne peut pas comprendre et reconnaître des grands professeurs d'université. Les enfants qui viennent de l'étranger blanc, on voit que nos professeurs sont à genoux. On les impose des politiques. On voit la plupart des cas, quand on voulait refaire notre armée, on voit des Belges, on voit des Américains, on voit des Hollandais venir nous parler de notre armée. Et curieusement, on voit nos élites, toutes ces élites se plient. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les problèmes du Congo, c'est son élite? Juste parce que j'ai envie de commettre un crime. C'est de tirer la couverture du côté de l'économie. Tirer la couverture du côté de l'économie, pour des raisons évidentes. Ici, je voudrais dire que les deux exposés ont été très, très lumineux. C'est bien vu, très bien vu. Mais au-delà de ce que vous décrivez, je vois un soubassement que nous n'attaquons pas suffisamment. Le soubassement me paraît économique et financier. Et je voudrais le décrire au niveau à l'échelle mondiale, à l'échelle continentale et sous-régionale, à l'échelle nationale, et terminer par une question sur que faire. Parce qu'en fait, la 11e thèse de Feuerbach, sur Feuerbach, je voudrais achever ma course là-dessus. Au niveau mondial, il y a une rapide et profonde restructuration des puissances. Il y a les États-Unis qui sont la plus grande puissance économique, financière et militaire, mais qui est sur une pente déclinante. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas trop. À l'Est, le Japon ne monte plus aussi rapidement qu'il avait commencé à le faire il y a 50 ans, mais la Chine monte, suivie par la Corée du Sud. Et la Russie est toujours à l'affût, s'il faut prendre ces trois puissances du côté de l'Est. L'Asie est montante. L'Occident baisse de pavillon. L'Europe n'est plus qu'au discours. Elle peut encore faire du mal, mais elle n'est plus qu'au discours en fait. C'est la phase finale dans laquelle les anciennes puissances peuvent faire du mal à des plus faibles. Donc il y a une redistribution des cartes qui va dans le sens de transfert de la puissance de l'ouest en est, mais également qui va dans la multipolarité, parce qu'il y a des sous-puissances impériales, comme le Brésil, comme l'Inde, comme le pôle de l'Afrique du Sud, qui émergent. En d'autres termes, je voudrais dire que c'est le moment propice où les peuples peuvent prendre leur liberté. Au moment où le sceptre change de main, au moment où les anciennes puissances ne le sont plus, ou sont en train de ne plus l'être, et les nouvelles puissances sont en train d'émerger, au moment où il y a une multipolarité qui se crée, une multipolarité géographique, c'est le moment où les peuples qui sont prudents et qui ont des leaderships confirmés peuvent saisir l'occasion pour se faire une place au soleil. Donc, à mon humble avis, la situation internationale, elle est toujours pénible, mais elle présente des atouts pour une puissance qui voudrait émerger
comme le Congo. Ça, c'est un premier point que je tenais à affirmer. Il y a un deuxième. Au niveau continental, nous ne figurons plus nulle part, nous, Congo. Plus nulle part. La redistribution des cartes qui était pensée à partir de Washington pour faire de nous le pôle de l'Afrique centrale, cette affaire nous a totalement et complètement échappé, à telle enseigne que les anciens souteneurs sont devenus nos pourfendeurs et ont envoyé plusieurs armées à nos frontières pour piller nos ressources et piétiner sur notre souveraineté. Mais est-ce que, fondamentalement, le Congo a cessé d'exister en tant que puissance potentielle? Non, le Congo n'a pas cessé d'exister. Je suis d'accord d'ailleurs avec disons, la multiple appartenance géographique. Nous sommes du bloc de l'Afrique australe, nous sommes de l'Afrique centrale, nous avons des frontières avec l'Est, ainsi de suite, et on peut, du point de vue de notre potentiel, nous craindre jusqu'en Algérie. Ça, c'est vrai. Et donc, nous avons comme destin d'être une puissance continentale. De par la centralité qui a été soulignée par Alphonse, de par l'immensité des ressources et la diversité infinie de ces ressources, choses qui ont été soulignées par le professeur Nzongola. Maintenant, question. Comment naît un peuple? Comment naît une puissance? C'est la vraie question. Hein? La 11e thèse sur Feuerbach, cette 11e thèse, il faut l'inventer. Comment naît un peuple? À mon humble avis, je suis parmi d'éminents savants des sciences sociales, à mon humble avis, il y a deux choses. Il y a la nation et il y a l'État. Nous marchons, les pays marchent sur deux pieds. Le pied de l'État et le pied de la nation. Et lorsque un pays marche sur deux pieds, il y en a toujours à un moment bien précis de l'histoire, un pied qui est en avance sur l'autre. Je pose qu'au jour d'aujourd'hui, le pied nation est en avance sur le pied État. C'est-à-dire, en d'autres termes, il existe à l'intérieur de nos frontières une volonté commune, largement partagée, de vivre comme Congolais. Il y a un vouloir vivre ensemble qui est largement partagé entre tous les Congolais, à peu près 80 millions d'habitants, à peu près parce que nous n'avons jamais été recensés. Et donc, la nation existe virtuellement. Elle est même plus avancée que l'État. Mais lorsque un individu marche sur deux pieds, s'il y en a un qui est avancé, celui qui est avancé ne peut plus davantage avancer tant que celui qui est resté derrière ne le rejoint pas et ne vient pas le dépasser. C'est comme un homme qui marche. Donc l'État tire tout vers le bas, les faiblesses de l'État tirent tout vers le bas. Et donc il faut construire l'État. Et ça devient maintenant, pour moi, l'équation. Bâtir l'État. Mais comment bâtit-on un État? Voilà la vraie question. Comment peut-on bâtir un État national capable d'assurer la sécurité, la souveraineté, la couverture administrative, la protection des biens et des personnes et la défense du territoire? Ça se réduit à ça. Comment bâtir l'État? Là, franchement, je n'ai pas de réponse. Mais en tant qu'économiste, permettez que je donne quelques éléments. Il semble que la théorie sociologique dit, la sociologie politique dit, un État, ça ne se construit pas de manière informe.
ça se construit toujours par une classe, un groupe social. Il y a toujours un groupe social qui est bâtisseur de l'État. Le leadership dont on parle ici ne peut pas être un leadership hors classe. Ça n'existe pas. Le leadership commence d'abord à l'intérieur d'un groupe social qui est dit groupe porteur. Et c'est ce groupe qui assume collectivement et de manière partagée la responsabilité historique de la construction de l'État. Dès lors, la question se pose en ces termes. Quel est le groupe porteur virtuel d'un État moderne capable de protéger le territoire, d'assurer notre souveraineté et de servir nos intérêts? Là devient la question, la problématique. Et cette question, on ne peut pas la résoudre sans voir le groupe porteur du côté de la fonction économique. Et c'est par là que je vais atterrir. Là, je voudrais d'abord donner ici la fresque économique de cet État. Nous avons un État de 2 345 000 km². Si vous voulez bien être précis, ajoutez 410. Bon, cet État qui a près de 80 millions d'habitants, cet État qui est bâti sur une géographie différenciée à l'infini, mais qui produit au jour d'aujourd'hui 10 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. La richesse nationale annuelle est de 10 milliards. Prenons des comparaisons. L'Afrique du Sud, qui a une quarantaine de millions d'habitants, si vous voulez bien arrondir, être un peu plus large, 50, et qui, il y a 10 ans, n'avait que 39 millions, l'Afrique du Sud a 500 milliards. Le Nigeria, d'après les comptabilités récentes, c'est au-delà de 500 milliards. Prenez des toutes petites puissances européennes comme la Turquie, c'est 700 milliards. L'Italie, c'est 700 milliards. La Belgique produit autant que toute l'Afrique noire. La France, 14 000 milliards. Non, 1400 milliards. La Chine, c'est autour de 5 900 milliards, 6 000 milliards. Les États-Unis, 2 fois, un quart plus. On peut se poser la question alors. Mais de quoi va-t-on? Avec quoi va-t-on? C'est chez moi? Excusez-moi. Maintenant, que pouvez-vous, avec 10 milliards, bâtir? D'abord, le fonctionnement de l'État. Je vous donne des chiffres, comme ça, des chiffres un peu. Le fonctionnement de l'État. D'abord, pour installer une nouvelle province, comme les nouvelles provinces qui viennent d'être découpées ici. J'ai fait un calcul simple. C'est 14 milliards de dollars pendant 3 ans pour installer une nouvelle province. 14 milliards de dollars. Le budget national est à 9 milliards. Oui, 8 milliards. Excusez du peu. 8 milliards. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, concrètement, comment sommes-nous pauvres? Je vais arrêter là-bas et j'appelle sur cette question l'existence du groupe porteur. Le Congo belge avait des rentes naturelles dans chaque coin de la République. Ces rentes naturelles étaient valorisées dans chaque coin, il y avait des productions. Et ces productions n'étaient possibles que dans la mesure où elles étaient évacuées sur des marchés à côté, donc dans la mesure où il y avait des infrastructures. Au jour d'aujourd'hui, le pays est éclaté. C'est un espace éclaté à l'infini, à telle enseigne que chaque coin qui a ses rentes naturelles ne peut plus les produire. Parce que ça ne sert à rien. On ne peut pas échanger et donc on ne les produit pas. En d'autres termes, le Congo est un matelas de rentes naturelles à l'infini
qui dorment, des ressources naturelles qui sont inexploitées, en même temps que des capacités humaines qui sont au chômage. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les mines qui ont le vent en poupe. Vers 1958, je donne un chiffre, vers 1958, le Congo exportait parmi la richesse produite au Congo. Il y avait 28% de richesse qui sortait en 1958. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes autour de 52. Non seulement le gâteau s'est rétréci, mais la proportion des ressources qui sortent par diverses voies, c'est 52%. L'administration ne couvrant pas tout le territoire, l'impôt, ça ne peut pas être payé. L'administration et surtout l'administration fiscale étant corrompue, on ne peut pas lever les impôts. Ça fait que c'est une incapacité totale et généralisée. Et on en revient donc au problème de la sociologie politique. Quel est le groupe porteur virtuel? Quels sont ses intérêts? Quelles peuvent être ses alliances éventuelles? Comment peut-il sécréter un leadership? Et pourquoi on lui fait appel? Là, je réponds tout de suite. On fait appel au groupe porteur parce que, émergent dans le pays, ce groupe porteur pourra entraîner dans la défense de ses propres intérêts un plus large éventail des intérêts nationaux. La question, je la réduis à cela. Quel est donc le groupe porteur national qui prendrait sur son compte la tâche de l'industrialisation du pays? Je parle de l'industrialisation du pays parce qu'il n'y a plus d'industrie. Il n'y a plus d'industrie maintenant. Tout est importé. Pratiquement tout est importé. L'industrie a été liquidée. Il n'y a plus d'industrie. Je viens de voir les projections économiques. Hier soir, j'ai vu ça. L'industrie est en train de diminuer, le tertiaire en train de monter, le primaire en train de monter, proportionnellement parlant. Donc, comment voulez-vous vous développer sans industrie? Et quelle est la classe sociale, le groupe social qui peut être porteur pour ce qui est de la construction de l'industrie et par conséquent de la construction de la puissance économique et militaire de la nation? C'est à cela que j'ai réduit la question. J'aurais voulu voir discuter les différentes thèses que j'ai avancées et je vous remercie. Moi, je fais un peu une sonnette d'alarme. C'est peut-être pas une question formelle, mais je voudrais attirer l'attention des collègues sur ce que Freddy a dit, que les intellectuels ou l'élite doit prendre en main les destinées de notre pays. Très bien. Mais quelle élite? Quelle élite? Je me rappelle, il y a beaucoup d'années, j'ai lu un roman écrit par un auteur sud-africain, Graham Greene. Le titre de son roman, Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Si par élite nous entendons le volume des gens qui ont un doctorat ou une maîtrise ou un diplôme universitaire, nous sommes dans un chemin qui n'est pas correct. Mais si par élite ou par intellectuel, nous entendons les gens qui sont, comme on dirait en anglais, committed, et qui sont prêts à souffrir pour leur engagement,
Oui. Et c'est là que je reviens un peu sur ce qu'il vient de dire. Qui va développer ce pays-là? Qui est-ce qui va s'engager dans le développement, dans la construction de ce pays? Je crois que le volume, ce n'est pas ça qui va nous amener loin. Si le volume est identique à la qualité et à l'élite dont nous parlons, très bien. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tellement ça. Donc, je voulais un peu attirer l'attention sur cette affaire d'intellectuels, d'élite. Encore faut-il la qualifier totalement ce que nous voulons dire. Merci beaucoup. C'est ça. Je n'aime plus la télévision. Alors, je crois que les intervenants sont arrivés à des conclusions tout à fait similaires. Le professeur Ngzong l'a dit qu'il faut construire un nouveau pouvoir. Il faut le mettre en place. Le professeur Kazoum a dit, voilà, il faut un nouveau pouvoir qui va construire une nouvelle armée pour assurer notre souveraineté. Et on parle du groupe porteur. Moi, ce que je voudrais ici dire, c'est que tous ces problèmes de développement du Congo nous causent trop de soucis. Et moi, je suis allé lire Mabika Kalanda, qui dit qu'au Congo, on ne peut pas construire une grande nation ni un grand État parce qu'il n'y a pas de conscience nationale, il n'y a pas de conscience historique et il n'y a pas des élites. C'est écrit noir sur blanc dans son fameux livre « La remise en question ». Et je me suis dit, mais peut-être que Mabika, il a écrit cette histoire en 1964, peut-être que 10 ans après, il y a eu la construction de la conscience nationale. J'ai convoqué Moudimbe. Donc quand vous lisez Mabika, vous dites non, il n'y a pas de conscience. Moi, j'ai dit, ben, écoutez, c'est bon. Il l'a dit en 60. Nous sommes en 64, mais peut-être que 10 ans après, il y a eu des changements. Parce que Mabika dit, quand il n'y a pas une grande conscience nationale dans une société, les institutions qui naissent sont hors homme, hors État. Elles ne s'occupent pas des intérêts nationaux. Elles sont nées pour d'autres intérêts et elles ne s'occupent pas du peuple. Et il dit, quand il n'y a pas de conscience historique, les gens ne s'entendent sur rien. Il n'y a pas cette volonté, même ce que le professeur a affirmé tout à l'heure, on peut s'entendre de façon mécanique. Mais au Congo ici, et Mabika dit, regardez, depuis que notre pays est là, nous sommes déjà dans des cycles de dialogue. C'est chaque jour qu'il y a des dialogues. Nous avons commencé à t'en arrive en 61. Nous sommes aujourd'hui dans le 6e cycle de dialogue. C'est comme si les Congolais ne vivaient pas sur un même pays, n'étaient pas confrontés à des mêmes problèmes pour construire des invariants. Il n'y a aucun au Congo ici, nous sommes de ce pays au monde où des élites comme le Moulumba ici, moi, nous, on se trouve dans une réunion avec les Ougandais, on parle de nos frontières, comme si on parlait des choses qu'on change. Et puis, personne ne s'en indigne. Donc, nous n'avons pas construit des invariants. Et c'est ce qui se note aujourd'hui. Alors moi, je pose la question. Et Mabika dit, on ne peut pas avoir des élites dans un pays où il n'y a pas de conscience. Parce que ce sont les élites qui portent la conscience nationale, qui portent la conscience historique et qui ont pour mission de construire la nation, c'est-à-dire de tribaliser une nation, de couper les histoires des ethnies qui nous bloquent aujourd'hui. Chaque ministre aujourd'hui, quand il est nommé, le soir, c'est sa tribu, c'est sa famille qui est là-bas, et alors qu'il est un ministre d'État et qu'il est un ministre de la Nation. Donc moi, je voudrais demander au professeur Nzongwala, au professeur Kazumba, comment nous faisons pour construire la conscience nationale? Comment nous faisons pour que les élites jouent leur rôle en tant que groupe porteur de la conscience nationale, de la conscience historique? Moi, c'est que je me réfère à ce que Mao disait. Mao dit, pour construire cette histoire-là rapidement, il faut prendre le pouvoir politique et porter, et Lénine ajoute, il faut porter les bottes de 7 lieux pour construire une culture nationale. Voilà ce que j'ai. Donc, si vous avez d'autres propositions, vous les faites. Merci beaucoup. J'allais intervenir sur la construction de l'État, mais je crois que le professeur Kabé a déjà abordé la question. Mais je voulais rebondir sur ce qu'il a dit au sujet de la nation. Je crois que dans cette salle, on a beaucoup discuté sur la construction nationale.
Et on a trouvé que même la nation n'est pas encore là. Elle n'est pas là parce que je me demande toujours quelle est la base sur laquelle on construit cette nation-là. Est-ce que vous avez un peu observé ce qui s'est passé quand on a éclaté les provinces? C'est la séparation, c'est la rupture entre communautés. Regardez à Ituri, regardez au Kasaï oriental. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Est-ce que ces gens-là ont vraiment la volonté de vivre ensemble? C'est une question qu'on peut se poser. Et la thèse éternelle de Mulumba, je la connais un peu, Freddy, sur l'élite. C'est comme le prof Bongo, il a dit, l'élite, qu'est-ce qu'on appelle l'élite? C'est tout ce qui émerge dans la société, dans différents domaines. Il n'y a pas seulement l'élite intellectuelle. Et puis, l'élite, c'est une production de la société. Est-ce que la société des médiocres peut produire une élite excellente? Chaque société produit son élite. Et donc, si nous n'avons pas l'élite, et on l'appelle l'élite, c'est-à-dire qu'elle est excellente, parce qu'une élite est toujours référence, est toujours modèle. Alors, si nous avons cette élite que vous décriez, c'est parce que la société elle-même, elle est médiocre. C'est lié à la société. Regardez la situation de l'éducation. On forme qui aujourd'hui dans ce pays? Comment fonctionne l'enseignement? Mais tout cela concourt à la production de cette élite. Comment on accède, comment même on nomme les autorités académiques? Il y a des gens avec des thèses médiocres ici à l'université, on les voit aujourd'hui recteurs des universités. Et donc, ce n'est pas lié seulement à l'élite intellectuelle. Au Burkina Faso, quel est le professeur d'université qui est intervenu pour changer la situation? C'est la population. Donc, dans la société, le changement ne vient pas seulement de l'élite, mais aussi du mouvement social. La population elle-même doit être mobilisée, consciente de l'objectif à atteindre. C'est sur ça que je voulais intervenir. Merci de la parole. Je remercie particulièrement le professeur Zongola et le professeur Kazumba qui nous donnent l'occasion. Il nous reste 25 minutes. Ah, d'accord. Non, je suis très bref. Allez vite à l'essentiel. Oui, mon problème, tout ce qui a été dit est bon. Ma petite expérience dans l'enseignement me montre qu'il y a des disciplines sur lesquelles on devrait insister dans la formation de notre jeunesse, particulièrement les sciences historiques. Les livres d'histoire sont caducs. Or, en pédagogie appliquée, on nous avait dit qu'un livre didactique a une valeur de 3 ans. Dans nos universités, toutes ces tables ici sont occupées par des professeurs. Quelle est la validité des documents qu'ils utilisent pour enseigner? Quel est l'âge des documents? Parce que, pédagogiquement parlant, un livre didactique a un âge de 3 ans. Et les livres d'histoire que nous avons, et puis la réforme de l'enseignement, dans la commission de la réforme, 80% de membres de cette commission de la réforme est composé de non-enseignants. Ceux qui enseignent réellement ne savent pas quand et comment on réforme l'enseignement. Bon, vous êtes tous enseignants. Voici ma préoccupation, si vous pouvez m'aider à comprendre quelque chose. Moi, je me pose la question de savoir si le pensée global, je crois que mon ami Kabé Tchikoukou, avec qui je discute souvent, comprend ce qu'il y a derrière. En suivant les exposés, le prof Nzongola a mis l'accent, bien sûr, sur la géopolitique. Le professeur Kazumba, les faiblesses de notre armée, dû au fait que nous n'avons pas un leadership capable de comprendre que l'armée doit protéger les frontières, protéger la nation. Et le professeur Kabeye a mis l'accent, bien sûr, sur l'économie, en tant qu'économiste. Et notre ami Kabongo, sur l'histoire. Bon. Alors, je me pose la question de savoir si nos politicologues, nos historiens, nos anthropologues, je ne crois pas, il y a peut-être Kabeya qui se dit anthropologue, comme moi aussi, je suis un peu sur ses traces.
ma fin. Non, mais enfin, je suis sur ces traces. Je me pose la question de savoir si l'élite dont parle tant notre ami Kaboya, si son devoir n'est pas un jour, de se retrouver ensemble pour pouvoir globalement, chacun apportant bien sûr sa part de réflexion, pour voir si de cette réflexion qui porte sur la situation globale, avec des approches, des lumières, de disciplines qui sont sectorisées malheureusement et même cartélisées, je me demande si ça ne peut pas être une voie pour aller vers le groupe porteur dont parlait le professeur Kabeya, et avec lequel moi je suis tout à fait d'accord. Moi je pense que quand on regarde l'histoire, les révolutions ont été faites, sont parties d'un groupe de réflexion et qui a diffusé les idées et qui a atteint ce qu'on peut appeler la masse critique, de manière à ce que des idées nouvelles, je ne parlerai pas comme Kabongo pour dire qu'il faut absolument qu'on prenne le pouvoir, mais je pense que si ce groupe porteur peut avoir comme document de travail ou de réflexion une réflexion globale, je crois que ce groupe porteur peut voir le jour et amener ce pays au développement, comme le souhaitent tous nos collègues qui ont pris la parole ici. Si je peux me résumer, je me pose la question de savoir si le penser global, penser globalement, n'est peut-être pas la voie, je ne dis pas la voie mirifique, mais n'est peut-être pas la voie à emprunter. Et je crois que dans cette maison, c'est un peu cette approche-là qu'on essaye de suivre. Alors, faisons quand même attention et disons-nous que le soubassement économique, bon, bien que Marx a dit que c'est ça qui est important, j'ai l'impression que dans nos pays, le soubassement économique est important parce qu'il explique peut-être qu'on n'a pas suffisamment de ressources pour faire ceci, pour faire cela. Mais ce soubassement économique doit, à mon avis, être guidé par une pensée globale. Et là-dedans, je crois que nos philosophes, nos sociologues, nos historiens, nos anthropologues auront un devoir sacré d'apporter leur pierre pour l'édification de cette pensée globale qui peut être à la disposition de ce groupe porteur et qui peut apporter le changement dans ce pays. Recouvrer la souveraineté, comment sauvegarder la souveraineté de la République démocratique du Congo, c'est une question importante. Et la réponse qui est donnée, c'est de dire qu'il faut changer l'État, ou il faut construire l'État, ou il faut changer le gouvernement, ou il faut avoir un gouvernement fort. C'est une réponse importante aussi. Elle s'impose. La question de l'élite ou des élites, c'est une question qui s'impose comme une action, une question qui cherche à savoir qui vont prendre le destin en main. Ce sont des questions et des réponses qui s'imposent. Mais au-delà de toutes ces questions, il y a la question de comment le faire. Parce que toutes ces questions qui sont posées ce matin, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ce sont des questions qui constituent pour moi des rappels. On a toujours dit, on a toujours posé, c'est déjà entendu. Il faut construire l'État, il faut mettre en place un gouvernement fort. Ce sont des réponses qu'on a toujours données et on n'est pas avancé. On peut avancer si on résout la question de savoir comment le faire. Et aussi, je vois autour de cette table
des réponses qui sont données sont toujours des réponses en dehors de nous. Quand on parle des élites, nous ne sommes pas dedans. Quelles sont ces élites-là qui viendront? Où est-ce que nous nous mettons? Où est-ce que nous nous mettons nous-mêmes par rapport à ces élites-là? Pourquoi nous ne pouvons pas, à partir de nous-mêmes, disons, nous constituer comme cette classe porteuse? Pourquoi nous ne pouvons pas nous-mêmes constituer le noyau de sensibilisation? Parce qu'après tout, c'est un problème de la population. On a donné c'est pas moi, l'exemple de Burkina Faso. C'est un problème de population, mais il faut des gens qui mettent ces populations en marche, en mouvement, pour pouvoir construire un État ou pour pouvoir mettre en place un gouvernement fort. Mais où est-ce que nous nous mettons? Nous ne sommes pas de ces élites-là. Que faisons-nous, nous? Ça sont des questions que je me pose, moi. Ramassant plus ou moins ce que nous avons tous entendu, le premier point, c'est l'enjeu africain et mondial que représente le Congo. Puisque nous parlons, le thème, c'est la géopolitique, la RDC dans la géopolitique africaine et mondiale. Quel est son enjeu? Ces enjeux sont d'ordre économique. Ils sont d'ordre politique aussi. Ils sont même d'ordre géographique. Je m'arrête là. Si nous regardons la carte de l'Afrique, l'Afrique centrale, avec pour le moment 8 producteurs de pétrole sur la dizaine qu'il y a en Afrique, avec la deuxième forêt mondiale, deuxième poumon de l'humanité, avec à peu près 70% des forêts tropicales d'Afrique, ou 115% d'Afrique, 80% probablement d'eau douce du continent, qui est un des enjeux mondiaux de ce siècle, avec énormément de richesses minérales solides. C'est dans cette partie du continent où on peut compter. Une population qui, pour aujourd'hui, représente à peu près presque 20% de la population africaine totale, mais qui sera dans 50 ans, Kazumba venait de nous passer un article qui vient de sortir dans Jeune Afrique, où nous représenterons l'Afrique centrale à peu près les 30% de la population africaine. Parce que c'est en Afrique centrale qu'il y a le taux de fécondité le plus élevé. Bien, lui, il vient de travailler sur ces problèmes de fécondité. Mais ce que l'Afrique centrale est à l'Afrique, ce qui fait que c'est l'Afrique centrale qui unit l'Afrique australe à l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, ça veut dire qu'on ne peut pas construire le futur du continent par-dessus la tête de l'Afrique centrale. C'est ce que le Congo est à l'Afrique centrale. On ne peut pas construire l'Afrique centrale par-dessus la tête du Congo. Et ça nous montre déjà l'enjeu géographique, l'enjeu économique, mais également l'enjeu politique. Et quand on tient compte de toute l'histoire dont le professeur nous a montré les péripéties, il faut vraiment que nous soyons conscients de cela. Cela souligne une deuxième dimension, la centralité. Nous sommes un rouage important, la centralité de la RDC. Quelqu'un, c'est Kazumba Alphonse, je crois, qui a parlé de ce terme, la centralité de la RDC, dans l'échiquier régional, dans la sous-région, mais aussi dans l'échiquier africain. France Fanon nous donnait même la gâchette. Bon, avons-nous la force d'appuyer sur cette gâchette? Donc, troisième chose, je parlais de l'enjeu important, avec ses différentes dimensions, de la centralité, y compris de la solution. Mais il faut en être conscient. Il faut que nous soyons nous-mêmes réellement conscients et porteurs de cela. Or, tout le constat montre que nous avons une gouvernance qui n'a pas l'intelligence de l'enjeu que nous représentons, qui n'a pas l'intelligence stratégique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, et qui ne peut ce fait pas être porteur de quelque chose d'autre. Pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Avoir une vision de notre devenir, développer l'intelligence stratégique de cela. Quel est le Congo de demain que nous voulons construire?
C'est cette intelligence stratégique-là, avec une vision d'ensemble du Congo de demain que nous voulons construire, avec une vision de notre devenir, savoir nous projeter sur l'échiquier et nous positionner sur les échiquiers africains et mondiaux. C'est un peu ce que le professeur Tchouza a dit, développer cette intelligence générale, hein, cette pensée globale, oui, c'est ce qu'il dit. Parce que c'est un adage d'ordre militaire. On dit qui veut la paix prépare la guerre. Mais ce n'est pas seulement la guerre du fusil. Non, c'est aussi la guerre économique. C'est aussi la guerre politique. Hein? C'est aussi la guerre sociale. Avoir un peuple qui peut se tenir debout et dire « je suis congolais ». Et on dit « ah, il vient d'une nation qui est politiquement ceci en Afrique, qui est économiquement cela en Afrique, qui est socialement ou culturellement ceci en Afrique ». Comment nous allons développer cela? Ça, c'est le problème de la gouvernance. Qui va le faire? Peut-être que ça fera l'objet d'un autre débat. Dès que nous serons tous clairement conscients de la situation et de développer cette pensée globale ou cette intelligence stratégique de notre être et de notre devenir. Merci, professeur. Il y a eu beaucoup de questions très intéressantes. Le prof Kabeya, je vous dis que pour arriver à l'auto... Donc, je pense que le sous-bassement économique et financier est très important pour une armée, pour atteindre l'autosuffisance militaire dans notre pays. Et on ne peut pas atteindre cette autosuffisance militaire, et je reviens un peu à la préoccupation aux préoccupations qui ont été soulevées ici. Et je pense qu'il faut une révolution sociale. Une révolution sociale comme celle qui a eu lieu en Chine, au Cuba, en Corée du Nord et dans plusieurs autres pays, et qui a fait que là où le capitalisme mondial a échoué, ces pays ont adopté la voie de la révolution et ils se sont développés. Et la révolution dont je parle, Mao a toujours dit que c'est les peuples qui font l'histoire. Et ces peuples doivent être dirigés par une élite. Et cette élite, c'est l'élite de l'élite qui mène les peuples vers le bonheur. Et il ne faut pas toute une masse d'individus pour mener une révolution. Non. Castro s'est trouvé dans la Sierra Maestra avec combien de personnes? Mao, dans la longue marche, il est arrivé, il est entré à Pékin avec combien de personnes? Mais à la suite de la révolution chinoise, on a vu les Lin Piao, les Chuen Lai, les Hua Guofeng, les Deng Xiaoping qui ont fait que la Chine soit la Chine d'aujourd'hui. Et je pense que c'est la voie que moi j'estime correcte que nous pouvons suivre. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut reconstruire l'État et la nation. Hier, à la discussion qu'on a tenue au potentiel, je crois que c'était clair que la nation existe. Je crois que, contrairement à une suggestion qui a été faite ici, que la nation n'est pas là, moi je suis d'accord avec ceux qui prennent l'idée que la nation existe. C'est l'État qui est derrière. Maintenant, la question est comment faire que l'État rattrape la nation et même prenne la direction de la nation pour reconstruire l'économie et améliorer le quotidien de nos citoyens. Alors là, certainement, l'idée de l'élite est extrêmement importante, mais il faudra dire que cette élite doit être une élite basée sur une collaboration étroite avec la population. Comme on le voit à Burkina Faso et comme le professeur Kazumba l'a montré concernant les pays de l'Asie et le Cuba. Certainement, ce n'est pas facile de le faire, mais c'est possible. On a eu des épisodes dans notre vie avec Lumumba, avec Moulele, avec Tshisekedi. On a vu qu'il y a eu certainement
complicité entre un leader et la population. Et c'est cela que nous devons recréer. Recréer, par exemple, l'ambiance qu'on a eue lors de la conférence nationale souveraine, hein, où le peuple nous a, par exemple, quand nous sommes sortis du palais du peuple à 5 h du matin, le 15 août 92, le peuple nous félicitait que nous avions élu le candidat du peuple. Hein. Donc, quand le peuple est d'accord avec la direction politique d'un pays, les choses iront de l'avant. Je crois que c'est là, mais je n'ai pas vraiment de réponse exacte comment le faire, mais je pense que nous devions tout faire pour essayer de créer cette ambiance entre le peuple et l'élite. Et cette élite, c'est certainement une élite intellectuelle qui, comme Mabeka Kalanda l'a bien dit, une élite qui va remettre en question toutes les idées reçues du passé et qui va essayer de créer de nouvelles idées capables de nous amener à la vision dont Kankwenda parlait. Quel genre de vision avons-nous pour notre pays et comment donc aboutir à cette vision? Voilà donc ce que j'aimerais dire et je vous remercie tous pour cette participation. Georges, merci Alphonse. Merci à vous tous, chers frères. Il n'y a pas de sœurs ici, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Excusez-moi, ok. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était à la fois riche, profond, ça, et surtout, comment dire, riche dans le sens de couvrant plusieurs dimensions, plusieurs aspects. Riche en profondeur, mais riche en couverture de problèmes, d'idées, de dimensions à considérer dans cette analyse. C'est très bien. Sur ce thème, nous venons en fait de commencer officiellement au niveau de l'ICREDES, bien que le thème soit discuté beaucoup d'heures. Je voudrais, en plus de vous tous, remercier Freddy et le groupe de presse Le Potentiel, Media 7. Ils ont toujours été avec nous, que ce soit pour les mercredis de l'ICREDES, que ce soit pour les forums internes comme celui-ci. Ils ont toujours été avec nous. Et nous savons que demain, après-demain, ce sera dans la presse et dans les médias. Et en cela aussi, nous contribuons à lancer le débat, à entretenir le débat, à réveiller les consciences, à montrer aux gens ce dont ils doivent être conscients et responsables à la fois. Et nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cela. Nous avons donc deux formules. Pour ceux qui ont vu le projet, le programme de séjour du professeur Nzongola, il va, avant le lancement officiel de son livre que vous avez vu tout à l'heure, le samedi, il a un programme. Hier, il a animé avec le professeur Beliki Mbokolo le mercredi de l'ICREDES sur le thème « L'Afrique face à la montée du djihadisme islamiste », avec une interrogation, quelle perspective pour la RDC? Ça a été très très riche, d'un très haut niveau, et la vingtaine de journalistes qui étaient là, comme on ne pouvait pas permettre plus, il y en a qui sont venus en retard, pour éviter les mouvements de grincement des portes, on ne peut plus en accepter plus. Mais c'était magnifique, 2 heures d'échange. Après cela, on a eu une autre séance, le professeur Mbokolo, qui interviewait le professeur Nzongola sur le livre, dans son émission « Mémoire d'un continent ». Donc il a fait 2 émissions de suite. Et aujourd'hui, c'est le forum interne sur le thème de la RDC dans la géopolitique africaine et mondiale. Demain, il aura une interaction avec les médias, avec la presse. Il va peut-être choisir un thème, le panafricanisme, ou autre relatif, plus ou moins annonçant certaines choses, certains passages de son livre. Et samedi, ce sera le jour J, le lancement du livre au Centre Wallonie Bruxelles. Vous êtes tous les bienvenus et bien invités. Je vois Kabongo là-bas avec les invitations. Ah oui, il faut les distribuer. Alors, très, très grand merci. Merci Freddy, merci Georges, merci Alphonse et merci à nous tous. Libiso ebele ya makambo nkama ola mukabana mboka
maboko e bana Afrika boke bae Tobo ya bokoko